Le Buller est le podcast qui vous parle de l'actualité de la bande dessinée chaque semaine. Dans ce 67e épisode, nous profitons de la sortie de la biographie de Che Guevara en bande dessinée pour vous parler de cet excellent ouvrage que l'on doit à José Hernandez et John Lee Anderson. Dans la deuxième partie, on balayera l'actualité de la semaine en vous présentant les autres sorties qui ont retenu notre attention. Il est devenu l'une des figures les plus populaires du siècle dernier, alors même que sa vie a été marquée par le combat, s'opposant justement à la glorification de l'individu au détriment du collectif. Mais c'est pour bien autre chose que celui qui est né Ernesto Guevara de la Serna est devenu un symbole aux yeux de générations entières, et tout cela nous est raconté dans le très bon album que nous vous présentons aujourd'hui. En fait, la fascination pour cet homme vient surtout du fil conducteur qui a mené son existence, et ce fil, il ne s'en est jamais détourné jusqu'à sa mort en 1967 en Bolivie, dans le petit village de La Higuera. L'album suit un déroulé chronologique dans les grandes largeurs, mais se permet de temps à autre des flashbacks ou des avancées dans le temps pour justement montrer la cohérence qui a mené le combat révolutionnaire du Che. Tout commence donc avec le jeune Ernesto qui nous est présenté face à la mer pour nous laisser deviner la soif de liberté qui sera l'un des autres principes forts de ce révolutionnaire. Handicapé par une forme d'asthme assez sévère, le jeune Ernesto conclut brillamment et en toute hâte des études de médecine, trop pressé qu'il est de découvrir le monde. Si l'esprit révolutionnaire l'habite déjà au moment de se lancer dans un périple qui doit le mener sur l'ensemble du continent sud-américain, ce sont de multiples rencontres qui vont forger en lui cet idéal révolutionnaire. Rapidement, les lettres qu'il envoie à sa mère portent ce grand dessein qu'il s'impose, celui de libérer les peuples d'Amérique du Sud des dictateurs et autres chefs d'État fantoches aux mains de la puissance états-unienne. L'ennemi est tout désigné, il restera à celui qui se fait désormais appeler Che Guevara de trouver un terrain fertile à cette révolution qu'il appelle de ses vœux, et c'est Cuba qui étanchera la soif de rébellion du Che. Là-bas, il y fait la rencontre du leader de l'opposition au régime, un certain Fidel Castro, avec qui il s'associera pour mener à bien la révolution contre la dictature de Batista. C'est dans les montagnes de la Sierra Maestra que le Che s'entraîne avec les guérilleros qui composent son armée révolutionnaire, et c'est aussi à cette époque qu'il gagnera son grade et son autre surnom, El Comandante. En 1959, le pouvoir cubain est renversé, Fidel Castro s'installe à la tête du pays et le Che va occuper plusieurs fonctions politiques dans son gouvernement. Révolutionnaire avant d'être homme politique, il décide d'abandonner le costume pour tenter de libérer d'autres peuples, et c'est en Afrique, au Congo, qu'il décide de mener la révolution suivante. Loin de se passer comme il l'entendait, cette révolte tournera au fiasco et poussera celui qui est maintenant naturalisé cubain à retourner dans son pays d'adoption. Pensant que ce qui a été fait peut être reproduit ailleurs, c'est en Bolivie qu'il décide d'aller exporter la révolution, et c'est dans ce pays qu'il se fera capturer et exécuter. Tout cela nous est raconté en détail dans la biographie que lui a consacrée John Lee Anderson, biographie référence sur ce personnage dont les zones d'ombre ne manquent pas et ne sont pas mises ici de côté. Biographe travaillant pour le New Yorker, Anderson a accepté que José Hernandez, dessinateur de presse mexicain, s'attaque à son ouvrage pour en proposer un roman graphique qui retrace la vie du Che. Che, une vie révolutionnaire est le titre français de cet ouvrage qui a été édité chez la librairie Vuibert et qui reprend les grandes lignes de cette biographie en 430 pages. Le dessin d'Hernandez permet de faire revivre ce personnage charismatique et iconique en l'accompagnant de sa jeunesse jusqu'à l'âge de 39 ans où il trouvera la mort dans les montagnes boliviennes. Le style d'Hernandez est très cinématographique avec de nombreuses cases tout en longueur, des flous en arrière-plan et des dessins qui se déploient en continu sur plusieurs cases. La narration permet de rendre cette histoire passionnante et nous n'avons envie de reposer le livre qu'une fois celui-ci terminé, malgré la forte pagination de l'ouvrage. Che, une vie révolutionnaire, est une bande dessinée passionnante, fourmillante de détails sur la vie de ce personnage hors norme, disponible en librairie depuis le 13 octobre dernier, et c'est l'occasion de découvrir ou redécouvrir celui qui symbolise aujourd'hui encore le combat révolutionnaire. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur l'actualité du 9e art en s'intéressant plus particulièrement aux sorties incontournables de la semaine.
C'est un peu l'événement dans le monde de la bande dessinée, surtout en cette période où l'on va être sevré de nouveautés, la sortie du 5e tome de l'Arabe du futur, l'autobiographie retraçant la jeunesse de Riyad Sattouf. Cette 5e livraison, qui couvre les années 1992 à 1994, nous plonge aux côtés d'un Riyad devenu adolescent et commençant à se faire remarquer pour son sens du dessin. Il devient aussi copain avec les laissés-pour-compte de sa classe, en qui il se reconnaît et tombe totalement amoureux d'Anaïk, qu'il envisage comme la femme de sa vie. Dans le même temps, il faut aussi gérer la fuite de son père en Syrie avec son jeune frère Fadi, qui est un épisode douloureux dans l'histoire familiale. Toujours aussi passionnante, cette plongée dans la vie privée de cet auteur remarquable dans le paysage du 9e art français fait de l'Arabe du futur un incontournable de la bande dessinée contemporaine. Toujours édité chez Alary, cet album vient compléter les 4 premiers tomes sortis et nous donne déjà envie d'avoir le 6e entre les mains. Autre série dont chaque tome est attendu avec impatience par le public, Les Vieux Fourneaux, dont c'est déjà le 6e tome qui arrive en librairie. L'oreille bouchée, titre de ce 6e opus, nous entraîne du côté de la Guyane où Mimile a invité ses vieux camarades à le rejoindre pour un séjour mystérieux. S'inspirant de l'adage qui veut que les voyages forment la jeunesse, ce séjour à l'autre bout du monde sera justement l'occasion de se replonger dans les souvenirs de jeunesse pour nos 3 vieux compères à fort caractère. Si l'aventure ne va pas se dérouler comme prévu, à cause entre autres d'une météo capricieuse et de la faune locale, Antoine, Pierrot et Mimile vont aller de surprise en surprise. Toujours aussi rythmé et efficace, nous devons cette série au duo Wilfried Lupano au scénario et Paul Cowey au dessin, et c'est édité chez Dargaud. Changeons totalement de sujet et traversons l'Atlantique pour découvrir Chronique de San Francisco, un album beau et sensible qui nous vient des éditions Stenkiss. Nous voilà donc dans la ville de San Francisco à la fin des années 70, en compagnie de Marianne Singleton qui s'installe sur la côte ouest après avoir quitté l'Ohio. S'installant dans la pension familiale de Madame Madrigal, la gentille mais pittoresque propriétaire des lieux, elle va devoir s'adapter à cette nouvelle vie loin des siens. Elle va y faire aussi la rencontre des autres pensionnaires, parmi lesquels Mona et Michael, dont chacun ont des préoccupations bien différentes. Adapté des romans d'Armistead Maupin, nous avons droit ici à un superbe ouvrage d'Isabelle Bautian pour l'adaptation et Sandrine Revel pour le dessin. Quoi de mieux qu'un soupçon d'érotisme pour réchauffer un peu l'atmosphère de ce mois de novembre qui commence clairement à se rafraîchir au niveau des températures. C'est ce que nous proposent les éditions L'Employé du mois qui viennent de sortir Air Pussy, album que l'on doit à l'auteure autrichienne Uli Lust. Proposant une version transposée dans notre monde des mythes antiques sur le mariage sacré entre les divinités, nous y suivons une Vénus 2.0 qui déambule dans la ville à la recherche d'un peu de plaisir. Mutique et symbolique, cet album propose en 40 pages dans un format carré un voyage érotique et provoquant sur le thème de la sexualité au féminin. Dans une bichromie qui ajoute au côté poétique de cet ouvrage, nous avons là un objet à nul autre pareil qui mérite vraiment que l'on y pose les yeux. Terminons la semaine par un autre album original en provenance des éditions Atrabile, Les Jardins de Babylone, un one-shot que l'on doit à Nicolas Prel. Se déroulant sur Terre et sur une lune habitée, cet album s'intéresse à une ressource majeure qui se raréfie sur Terre et qui est absente sur la Lune, l'eau. En effet, l'eau devient une denrée rare à force de l'avoir surexploitée et gâchée sur Terre, et au lieu de servir à la population terrienne, elle est envoyée sur la Lune à bord de multiples conteneurs. Il faut dire qu'une partie de l'élite s'est réfugiée sur ce satellite de la Terre, et il faut bien faire vivre celle-ci. Abordant de nombreux sujets comme l'inégalité ou encore les enjeux liés aux ressources, ce récit développe sans manichéisme aucun une histoire passionnante que l'on ne peut que recommander. Voilà, nous en avons terminé avec ce 67e épisode du Buller. Si vous souhaitez découvrir des images de la bande dessinée Tché, une vie révolutionnaire, ou si vous voulez nous laisser des remarques et des commentaires, n'hésitez pas à passer sur nos réseaux sociaux puisque nous sommes disponibles sur Instagram sur l'adresse lebuller.podcast et sur Twitter @lebuller1. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas non plus à le partager autour de vous et à nous laisser une bonne note sur les plateformes de podcast. Il me reste à vous souhaiter de bons moments de lecture et je vous dis à la semaine prochaine pour un 68e épisode de votre podcast sur l'actualité de la bande dessinée.